Merci de suivre les programmes d'Africa 7. Bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine du 17 novembre 2013 pour les échanges consacrés à la gestion des affaires politiques, économiques et sociales. Nous allons discuter quelques instants avec M. Omar Ndoye. Il est responsable des jeunes de l'APR à Pikine. Il est également membre chargé des relations extérieures de la convergence des cadres républicains du département de Pikine. M. Ndoye, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, dans cette semaine justement du 17 novembre, l'actualité la plus récente, si l'on peut dire, c'est une sortie enregistrée, une autre sortie de la coalition Benno Bokk Yakaar, celle de M. Youssou Ndour. Certains observateurs disent une sortie de plus. Qu'est-ce que vous faites à vos alliés, vous au sein de l'APR, M. Ndoye, pour qu'ils s'en aillent tous les uns après les autres? Tout d'abord, je commencerai par saluer vos téléspectateurs de Canal d'Africa 7. Aussi, profite de cette occasion pour souhaiter une bonne année à la communauté musulmane, parce que nous venons de fêter la fête de Tamkharit. Souhaiter une année de bonheur, de paix, de santé et de prospérité pour tous les Sénégalais vivant ici et d'ailleurs. En fait, par rapport à votre question, je pense que Youssou Ndour a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar, mais il soutient toujours l'action du président de la République. Il ne faut pas faire l'amalgame de dire que Youssou Ndour a quitté la coalition, il ne soutient plus l'action du président. Il a dit clairement que la coalition Benno Bokk Yakaar est un groupe de pression. C'est son avis. Je ne le partage pas peut-être, mais il soutient toujours l'action du gouvernement. Il soutient l'action du président de la République, il accompagne le président dans sa politique de servir le Sénégal. Donc je ne pense pas, même si de vouloir quitter cette coalition et de dire bon c'est fini, mais il soutient toujours l'action du gouvernement. Donc c'est dans ce sens que je comprends ça, son départ et pas autre que chose que ce qu'il a dit. Il a dit clairement que la coalition Benno Bokk Yakaar est devenue un groupe de pression. Sa mission est révolue. Donc actuellement, il soutient l'action à sa manière. Il a un mouvement qui s'appelle Fekke Massi Bolé. Il continue de soutenir l'action du gouvernement. Donc il n'a pas encore quitté le président de la République, son excellence le président Macky Sall, mais il soutient toujours son action. C'est dans ce sens que j'ai compris. Alors, ça, tout de même, c'est, si l'on peut dire, entre autres départs, c'est, si on peut dire, le deuxième, sans minimiser personne, hein, le deuxième départ, si l'on peut dire, de poids de cette coalition Benno Bokk Yakaar, après celui de M. Idrissa Seck. Est-ce qu'il y a un problème, vous qui êtes dans l'APR, y a-t-il un problème, une fois de plus? On va peut-être reposer la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites à vos alliés pour qu'ils s'en aillent les uns après les autres? Je vous ai tout à l'heure précisé que Youssou Ndour a quitté la coalition. Il avait intégré librement cette coalition, donc il a quitté pour des convenances politiques peut-être. Mais il soutient toujours l'action du président. Maintenant, par rapport à Idrissa Seck, bon, je ne veux pas revenir sur ce débat. C'est déjà clos pour nous. Idrissa Seck est dans l'opposition. Il a opté de s'opposer au pouvoir de Macky Sall. Donc c'est son option politique. Maintenant, nous, dans la coalition, comme l'a dit le président Macky Sall, on va gouverner ensemble. On n'a jamais dit à un parti politique de quitter la coalition parce que la coalition appartient à tout le monde. Maintenant, nous allons travailler dans le sens de servir le Sénégal. Maintenant, si un parti, comme on dit, un parti est souverain, il peut à un moment ou à l'autre dire que je ne peux plus appartenir à cette coalition. Donc si un parti décide de ne plus appartenir à cette coalition, il est libre de partir. Mais on ne peut pas dire que c'est l'APR qui est en dessous, qui est entre, ou bien qui est le comment je l'appelle encore? Qui a fomenté en quelque sorte ce départ. Qui a fomenté quelque chose pour faire partir les alliés. Le président, dans son esprit, dit toujours on va gouverner ensemble. Et vous avez gagné ensemble, vous voulez gouverner ensemble. On va gouverner ensemble. Donc maintenant, chacun est libre de faire ses choix. Et si un parti fait son choix de dire que je ne vais plus travailler dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il est libre. Parce que c'est un parti souverain. On ne peut pas dire on peut pas contraindre un parti de venir travailler dans une coalition où il n'a plus les convictions de cette coalition. C'est normal, c'est logique. Et on comprend le départ de plus ou moins d'Idrissa Seck. Il a opté de s'opposer au pouvoir de Macky. Maintenant, par rapport à Youssou Ndour, je le répète et je le réitère, il a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar, mais il continue de soutenir l'action du président. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est très important de le signaler selon vous. Alors, vous rejoignez un tout petit peu M. Abou Abel Thiam, qui a notamment affirmé dans la presse qu'effectivement, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, n'a pas l'intention de faire éclater Benno Bokk Yakaar pour créer sa propre coalition. Soit dit en passant, revenons un tout petit peu sur la phrase justement attribuée à M. Youssou Ndour lorsqu'il quittait cette coalition. La phrase en question, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar est devenue un groupe de pression.
Partagez-vous justement cet avis? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est son avis. Il a fait une analyse politique pour dire que la coalition Benno Bokk Yakaar est devenue un groupe de pression. Nous sollicitons votre avis maintenant. Maintenant, mon avis par rapport à cela, je pense que nous, dans la coalition, on est en parfaite collaboration avec les autres partis. On se concerte plus ou moins à la base, même si la coalition au sommet, le président qui est le président de cette coalition, consulte les leaders de cette coalition, à savoir Tanor Niasse et les autres. Maintenant, je ne peux pas vous dire de manière formelle ce qui se dit au sommet. Mais à la base, nous, ce que nous faisons, on partage, on intègre, on associe les alliés de base, les alliés à la base. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, tout un chacun est libre de dire je ne me sens plus dans cette coalition. Je ne me retrouve plus dans cette coalition. Parce que si nous sommes au pouvoir, d'aucuns pensent que le pouvoir, c'est le partage de gâteau. D'autres pensent que le pouvoir, c'est d'abord servir là où on est. On n'a pas besoin d'être dans le pouvoir pour servir le pouvoir. On peut être en dehors du pouvoir et servir le pouvoir. Maintenant, certains, les politiques professionnels, je veux dire, ils sont toujours dans les radios et les télévisions pour dire, parce qu'ils ne sont pas servis, ils pensent que le pouvoir, c'est se servir. Alors que l'objectif, c'est de servir les Sénégalais, c'est d'accompagner les Sénégalais dans leurs besoins, c'est de réaliser les objectifs que le président a assignés à ce gouvernement de Mimi Touré, c'est-à-dire le programme Yoonu Yokkute. Je pense que c'est ça qui est important. Parce qu'à l'heure du bilan, ce n'est pas ces professionnels politiques qui seront, que les Sénégalais demanderont un bilan. C'est le président de la République qui sera devant les Sénégalais pour dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça. Donc c'est lui la personne morale, c'est lui qui va être devant les Sénégalais encore pour briguer encore un second mandat, à défaut de présenter un bilan. Donc ça, c'est le minimum et c'est dans sa responsabilité de voir les hommes avec qui il va gouverner ce pays. C'est très important, surtout les compétences, parce qu'il n'exclut personne. Même d'ailleurs, tout récemment, il a reçu des personnalités de renommée. Certains pensent que le président est en train de créer une autre coalition. Ce n'est pas ça, sa vision. Sa vision, c'est d'associer tout le monde. Toute personne capable d'apporter un plus à l'émergence de ce pays est la bienvenue. On n'a pas fermé les portes, mais il faut travailler dans le sens où nous tous nous sommes des Sénégalais. On n'exclut personne. Tout le monde a le droit de servir son pays à un niveau où il est. Maintenant, dire que maintenant on est en train de créer une autre coalition, ça, je ne pense pas que ce n'est pas ça la vision du président. Sa vision, c'est de gouverner ensemble avec tous les Sénégalais, sans distinction de parti, sans distinction de partenariat politique et autres. Alors, la question suivante était relative justement à ce que l'on a en tout cas appelé dans la presse un nouveau départ dans l'entourage du président de la République. Mais là, vous avez évoqué un aspect sur lequel nous allons peut-être nous apaisantir, c'est-à-dire ces audiences justement accordées par le président de la République à diverses personnalités, justement. Également, l'analyse qui a été faite par certains confrères journalistes, c'est que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est plus que jamais obsédé par sa réélection. D'une part, qu'il cauchemarde toutes les nuits parce qu'il est convaincu via les bulletins de renseignement que vous, de l'Alliance pour la République, vous allez vous cracher lors des élections locales, et qu'il est en train de manœuvrer pour parvenir justement à les remporter. Vous qui êtes dans l'APR, est-ce que cette lecture est exacte? Je ne partage pas cette analyse par rapport au fait que le président est omnibulé par un second mandat. Je pense que son objectif actuellement, c'est de respecter ses engagements. Il a pris des engagements en 2012. Maintenant, le programme Yoonu Yokkute a été mis en œuvre pour servir, ou bien pour réaliser comment dire encore, réaliser les promesses de campagne du candidat. Les promesses de campagne, et ce sont des engagements. Le président n'a pas fait des promesses. Il a fait des engagements. Il a pris des engagements devant les Sénégalais. Actuellement, il est en train d'accomplir ces engagements sur multiformes. Je peux vous donner des exemples. Il y a la bourse de sécurité sociale qui a été mise en œuvre tout récemment. Il y a la couverture médicale universelle où la phase pilote a été déjà entamée. Il y a le recrutement des jeunes dans la fonction publique. Il y a les 10 000 jeunes qui sont recrutés au niveau de l'agence. Il y a d'autres formes de recrutement des jeunes via d'autres structures. Maintenant, ce qu'on aimerait préciser, c'est juste que dire que le président a pris l'engagement de recruter 500 000 jeunes. Certes, c'est ça qui est dans le programme. Mais recruter 500 000 jeunes, ça ne signifie pas que tous ces jeunes vont être recrutés dans la fonction publique. Tous ces jeunes vont être recrutés par l'État, parce que l'État, son rôle, c'est d'organiser et de réguler l'économie. Maintenant, si l'État crée les conditions, si l'État crée les conditions, donc, et réguler l'économie, ça pourrait créer de l'emploi.
Et c'est dans ce sens que dans notre programme aussi, il y a le FONGIP et le FONGIS, et la Banque nationale de développement économique. Il y a deux outils qui permettent de création d'emplois, la Banque nationale de développement économique et le FONGIP, Fonds de souverain, non, plutôt, Fonds de garantie d'investissement prioritaire. Ça, c'est pour soutenir les entreprises qui ont des problèmes de garantie par rapport aux investisseurs. Il y a aussi FONGIS, Fonds souverain d'investissement, Fonds souverain d'investissement, je ne sais plus. Il y a également le Fonds souverain d'investissement. Il y a deux instruments qui servent à financer l'économie et un instrument qui sert de garantie. Donc tous ces instruments et d'autres, parmi d'autres, vont aider à la création de l'emploi. Mais il faut que les Sénégalais sachent que la création de ces 500 000 emplois, ce n'est pas seulement parce que ceux qui sont animés de mauvaise foi disent que l'État a promis 500 000 emplois. Mais tout le monde sait que l'État ne peut pas engager 500 000 jeunes dans la fonction publique. C'est impossible. L'État ne peut pas engager 500 000 jeunes dans l'État et ses démembrements, et dans les sociétés publiques et publiques. L'État ne peut pas engager 500 000 jeunes dans ces structures d'une manière générale. Donc l'État, ce qu'il peut faire, c'est d'organiser et de réguler. Et créer les conditions de création d'emplois et d'auto-emploi. C'est ça qui va générer en 2017, je veux dire, des 500 000 emplois peut-être qu'on espère réussir. Et je pense que c'est possible de le faire. Alors, nous allons une fois de plus nous arrêter sur, faire une parenthèse sur ce que vous avez évoqué tantôt. Vous dites, le président de la République, l'actuel président de la République, le 4e, n'a pas fait de promesses, il a pris des engagements. Quelle est la différence que vous faites entre les deux termes? La promesse, c'est ce qu'on dit. Mais des engagements, c'est encore plus loin. C'est plus ferme. Je prends l'engagement de le faire. Mais la promesse, comme on le sait dans le jargon politique, ce n'est pas toujours réalisé. On donne des promesses tout en sachant que quand on sera élu, on ne fera rien du tout. Mais des engagements, c'est le nouveau concept des Républicains. Prendre des engagements, c'est au-delà des promesses. C'est donner du respect. C'est respecter les Sénégalais d'une manière générale. Parce qu'on ne peut pas se limiter de faire des promesses. Parce que ce mot promesse ne signifie absolument rien dans le jargon politique maintenant. On dit toujours que les politiques ne font que des promesses. Donc ça n'a plus de valeur. Donc c'est pourquoi quand le président est venu, il a pris des engagements. Donc actuellement, il est en train de réaliser ces engagements dans le domaine économique, social et culturel. Donc ce qui reste, c'est d'accompagner le président dans ce sens et laisser de faire de la politique 24 heures sur 24. Parce qu'au Sénégal, notre problème, on ne fait pas la différence entre les campagnes électorales, élections et moment de travail. On est 24 heures sur 24 en période de campagne. C'est ça qui fait défaut. On ne connaît même pas ce que fait le président au niveau de l'État parce qu'on est toujours brouillé par des opinions, des informations qui sont erronées, qui ne sont pas fiables, je veux dire. Alors, nous allons encore revenir justement sur l'un des sujets que vous avez évoqués. Vous parliez justement du rôle de l'État dans la création de ces 500 000 emplois pour lesquels le président de la République s'est, selon vos propres termes, engagé. Que pouvez-vous répondre à ceux qui vous disent qu'en fait, depuis l'accession de l'actuel président à la magistrature suprême, l'argent se fait rare et qu'en fait, les entreprises ferment? Parce que certaines personnes font en général le reproche au parti du président de la République d'avoir tué l'économie sénégalaise. Dans ces conditions, comment peut-on? En provoquant la rareté des capitaux, en faisant en sorte que de nombreuses entreprises ferment et en plombant le climat économique. Dès lors, comment est-ce que l'on peut accompagner et permettre la croissance? Est-ce que c'est l'intérêt de l'État de fermer les entreprises? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'État de fermer les entreprises? L'État n'a aucun intérêt de fermer les entreprises. Au contraire. Ces accusateurs affirment que l'actuel président réglait des comptes politiques et que c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Non, ces accusateurs ne maîtrisent absolument rien. Si on revient un peu plus loin en 2011-2012, bien avant l'élection du président Macky Sall, il y avait un déficit de 8%, déficit public de 8%. Les entreprises, l'État avait des dettes intérieures qui dépassaient 400 milliards des fournisseurs à l'intérieur du pays. Donc c'est ça qui a créé cette condition. Le président Abdoulaye Wade avait créé une économie virtuelle. Est-ce que vous connaissez une économie virtuelle? On pense qu'on marche alors qu'en réalité on ne marche pas. On recule. Maintenant, quand on est dans la réalité, on constate qu'on n'avait rien fait. C'est ça le problème. Il y avait une économie virtuelle, l'argent circulait parce que c'était l'argent de la corruption, comme on l'appelle l'argent sale, circulait à gogo. Donc ça a posé un problème. On ne connaissait pas l'économie réelle et l'économie virtuelle. Les Sénégalais, bon, je ne dis pas les Sénégalais, parce que les Sénégalais, dans la majorité, savaient que les choses ne bougeaient pas. Parce qu'il y avait l'inflation galopante,
des prix de denrées de première nécessité, il y avait un problème d'emploi, il y avait le chômage chronique, il y avait eu tas de problèmes et surtout le côté macro. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le déficit public était de 8%. Actuellement, on a revu à la baisse ce déficit public de 5,3%. Et en 2013, on veut le ramener à 3,2% ou 3,5%. Je pense que c'est ce redressement économique qui a fait qu'à un moment donné, ceux qui travaillent dans le virtuel ne se retrouvaient plus. Ceux qui travaillent dans l'économie virtuelle, qui ne travaillent pas et qui disposaient de l'argent. Ça a posé un problème. Maintenant, ceux qui travaillent vont avoir un revenu et ceux qui ne travaillent pas n'ont pas de revenu. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas doivent être dans le cycle économique et travailler pour gagner leur vie. Je pense que c'est ça qui pose problème. Et tous ceux qui aimaient la facilité ont des problèmes actuellement pour intégrer le tissu économique. Maintenant, si on veut redresser une économie, si on veut mettre dans les rails notre économie, dans la voie du véritable développement, il faut apporter des ruptures dans la manière de faire dans beaucoup de domaines. Et c'est dans ce sens que le Premier ministre Abdoul Mbaye, lorsqu'on l'a élu Premier ministre, lorsqu'on l'a nommé Premier ministre, certains disaient que c'était un banquier. Mais le président savait ce qu'il faisait. Parce qu'on avait besoin d'un banquier pour redresser. Maintenant, on a mis en place Mme Aminata Touré, la Première ministre, pour exécuter le Yoonu Yokkute. Je pense qu'on va accélérer la cadence. C'est dans ce sens qu'actuellement, on est en train de dérouler le programme Yoonu Yokkute et d'une manière générale, la stratégie nationale de développement économique et social, qui est une expansion de Yoonu Yokkute. Certains disent que c'est 2 programmes, mais il n'y a pas 2 programmes. C'est une extension. On a tout simplement développé le Yoonu Yokkute dans la stratégie nationale de développement économique et social. Donc certains font l'amalgame et ne comprennent pas beaucoup de choses, ne font pas de recherches dans ce sens pour connaître les soubassements de certaines choses. Donc c'est pourquoi je pense qu'on est en train on a déjà redressé actuellement, surtout le côté macro. Maintenant, l'exécution du programme, on a un Premier ministre qui s'appelle Aminata Touré qui est en train d'exécuter le programme. Et je pense que d'ici quelques années, on verra d'ici 2 ans maximum, on verra les réalisations du président dans ses engagements qu'il a pris dans le Yoonu Yokkute. Alors, si l'on vous écoute, en tout cas, on a le sentiment que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, je ne dis pas que tout va mieux. Je dis juste qu'on est dans la voie. Dans la voie signifie qu'on a trouvé le pays dans des situations très difficiles. Le président Abdoulaye Wade le disait même, il dit que quand je ne serai plus le président, on va rester 3 mois sans salaire. Ce qu'il disait, ce n'était pas des blagues. Il connaissait ce qu'il disait. Donc, tant d'autres choses qui étaient dans l'État, dans le tissu économique, ou bien dans l'économie d'une manière générale. Donc il y avait beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. Je ne peux pas tout vous citer. Il y avait les inondations, il y avait l'inflation galopante, il y avait le déficit public, il y avait beaucoup de choses, le chômage, ainsi de suite. Maintenant, tous ces problèmes, on ne peut pas les régler d'un seul coup. Il fallait prendre un à un pour faire face à cette situation. Et c'était très difficile, mais le président a réussi à redresser. Maintenant, on est dans la phase de construction et de réalisation. Donc, cette phase de construction et de réalisation, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en 6 mois. Ça se fera d'ici 2 ans, 3 ans. Parce qu'un programme, on ne le discute pas en un jour. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Toujours durant cette semaine, justement, du 17 novembre, il y a eu cette annonce faite dans la presse, en tout cas, de la démission de M. Jacques Diouf, qui précédemment présidait aux destinées de la FAO. Vous avez beau affirmer que le compagnonnage avec le président de la République est un long fleuve tranquille, mais pratiquement chaque semaine, on entend parler d'un nouveau départ. Là également, M. Diouf qui s'en va. Pour vous, une fois de plus, tout va bien? Tous les alliés ne sont pas en train de quitter le navire? Vous avez déjà les informations des services de la présidence qui vous disent qu'il est en congé. Il y a des rumeurs qui passent qui disent qu'il a démissionné ou n'est pas démissionné. Je ne pense pas que le problème se situe de la démission de Jacques Diouf ou pas. Je pense que Jacques Diouf, à un moment donné, a la confiance du président de la République, Macky Sall. Il y a 1 million de Sénégalais, nous sommes 13 millions de Sénégalais. Il y a 1 million de Sénégalais qui peuvent faire ce qu'il fait actuellement. Mais lui, il a la chance d'avoir la confiance du président et de l'accompagner dans sa gestion du pouvoir. Donc je pense que tout un chacun de nous doit se limiter là où on le donne pour servir. Maintenant, si on a des prétentions, si on a des ambitions, on n'a qu'à dérouler ces ambitions de manière courageuse. Et je pense bien que l'objectif, ce n'est pas
comme on le dit, bon, j'ai lu un peu la presse, comme vous, on dit qu'il est un peu frustré parce qu'il voulait être Premier ministre, il voulait ceci, il voulait... Non, ce sont des spéculations. Il avait le sentiment qu'il ne servait à rien et que même les projets agricoles que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a lancés, ne l'ont pas associé alors qu'il a dirigé la FAO. Mais le président de la République, c'est lui qui a été élu. Il a reçu la confiance des Sénégalais. Aujourd'hui, c'est lui d'avoir confiance aux personnes ressources qu'ils pensent qu'ils peuvent l'accompagner. Maintenant, une personne, demain, c'est lui qui va rendre compte, le président. C'est la personne morale, c'est lui qui va être devant le Sénégal pour montrer ce qu'il a fait, son bilan, et peut-être briguer éventuellement un second mandat. Mais ce qui l'accompagne doit se tenir pour savoir que les responsabilités, c'est le président qui est la personne qui distribue ses responsabilités. Et non eux de dire que je dois être ici ou je dois être là-bas. Parce que ça relève de la confiance. Et je ne dis pas que, bon, qu'il voulait être Premier ministre, mais je pense que Mme Mimi Touré... En tout cas, dans la presse, on a affirmé notamment qu'il aurait souhaité être Premier ministre. Aminata Touré, la Première ministre, est la personne idéale actuellement. Parce que pour dire le programme Yonu elle faisait partie de ce qui... qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Donc, actuellement, il y a d'autres personnes qui connaissent mieux qu'elle, le Yonu Yokouté. Donc, si le président a confiance en lui pour l'exécution de ce programme, les autres doivent suivre et l'accompagner dans ce sens. Et l'objectif, c'est un Sénégal émergent, un Sénégal où les Sénégalais vivront mieux. Je pense que c'est ça l'objectif. On doit surpasser nos ambitions, être plus patriote. Je pense qu'on ne peut pas toujours dire que moi. Le moi est haïssable. Il faut juste parfois penser aux autres Sénégalais qui se lèvent 5 h du matin, 3 h du matin, 4 h, qui travaillent dur pour gagner 1000 francs la journée. Alors que vous avez la chance. Vous avez la chance de faire des études, vous avez la chance de servir, vous avez la chance et de suite. Mais ces autres Sénégalais aussi, ils n'ont qu'une carte d'identité comme vous. Donc il faut respecter ces Sénégalais et servir là où on est. Et être plus patriote, de ne pas prétendre autre chose que là où on nous met pour travailler pour le pays. Alors, nous parlions là de M. Jacques Diouf qui a dirigé la FAO. Nous restons plus ou moins à la lisière justement des questions agricoles, avec cet appel qui a été lancé par le 4e président de la République aux jeunes pour qu'ils participent un peu plus, en tout cas, dans l'agriculture. Mais est-ce que ce nouvel appel justement du président de la République lancé à la jeunesse, nous citons là le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui dit « Ce que vous donnez à la terre, elle vous le rend toujours ». Est-ce que ce nouvel appel ne donnera pas à nouveau du grain à moudre aux contenteurs du président qui affirmeront qu'il copie Maître Abdoulaye Wade, qui avait en son temps lancé la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance? Est-ce que ce n'est pas une version Yonu Yokoutéisée de la Guana qui a été lancée? Non, je ne pense pas. Et je pense bien que le développement d'un pays, c'est d'abord le secteur primaire. On ne peut pas développer un pays et surpasser ce secteur. Le secteur primaire, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Il faut d'abord créer les conditions de l'autosuffisance alimentaire. Mais vous êtes d'accord qu'il y a une certaine similitude quand même? Non, je ne parlerai pas de similitude. Parce que l'objectif de retour à la terre, c'est parce qu'il y a beaucoup de potentialités qui existent de création d'emplois. C'est pourquoi le président insiste beaucoup pour que les jeunes qui ne se limitent juste pas sur les projets des autres services ou des autres secteurs, mais il veut montrer aux autres jeunes qu'il y a beaucoup de potentialités et les terres, ce que l'on donne, ça comme vous l'avez dit, ça le retourne en retour. Donc, je pense que l'objectif, c'est les potentialités et la capacité d'absorption jeune en termes d'emploi qui est important dans ce sens. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, le programme national des domaines agricoles communautaires qui envisage d'aménager 30 000 hectares en 15 hectares. Donc, on aura 2000 organisations qui vont exister. Et dans ces 2000 organisations, il y aura 15 hectares qui sera plus ou moins une société, en quelque sorte. Donc, ces 15 000 hectares, ces 15 hectares vont créer des sociétés. Donc, ce sont des jeunes, tout le monde, les femmes, et ainsi de suite. Ce sont ça qui peuvent amener le Sénégal là où on voudrait l'amener. On ne peut pas aujourd'hui développer le Sénégal en partant du secteur de l'industrie. Avant de transformer ou de faire quoi que ce soit, il faut d'abord produire quelque chose. Donc, les fondamentaux d'abord c'est plus ou moins le secteur primaire. Donc, il faut d'abord l'agriculture, l'élevage aussi.
Mais pour vous, c'est-à-dire cet appel au retour à la terre et la Goana... Non, je ne dis pas il n'y a pas plus ou moins, je ne dis pas parce que l'État c'est une continuité. Mais nous, dans notre programme Yoni Yokkute, on envisageait plus ou moins de créer des emplois dans le secteur primaire. Et on savait surtout que pour développer un pays, il faut passer forcément par l'agriculture. Tous ces grands pays qui se sont développés, ils sont passés par l'agriculture. Je peux vous donner des exemples. Il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a même les États-Unis aujourd'hui. Et même plus ou moins les autres pays. Ils commencent, bon je ne dis pas ils commencent, mais ils le savaient déjà. Pour développer un pays, il faut d'abord passer par les fondamentaux. Et les fondamentaux ici, c'est le secteur primaire, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. L'élevage. Alors, on parlait de ce que la presse a présenté comme une ressemblance entre l'appel lancé par le président de la République et la Goana. La presse également a évoqué une autre similitude, qui se résume en une personne, M. Richard Attias, qui a gagné, si l'on peut dire, sans le moindre appel d'offres, la communication du sommet de la francophonie qui est censé se tenir au Sénégal en 2014. Alors, en regardant simplement, on se rend compte justement que ce même M. Richard Attias avait gagné déjà la communication du sommet de l'OCI, selon la presse, sans appel d'offres. Il gagne à nouveau la communication du sommet de la francophonie sans appel d'offres. Les pratiques, si l'on peut dire, wadiennes, sont donc une continuité en même temps que l'État. Et en cela, où est la rupture de l'Alliance pour la République? Je n'ai pas les mêmes informations que vous. Je pense qu'il y a bien lieu appel d'offres. Je peux vous prouver ça. Je vous en prie. Il y a déjà Richard Millon plutôt, c'est Millon, qui faisait partie de l'appel d'offres. Il y avait Richard Attias, il y avait aussi Askid Nazi. Il y avait trois agences qui étaient là, participé à l'appel d'offres. Maintenant, c'est Richard Attias qui est sorti. Maintenant, la presse peut l'interpréter autrement, mais mon analyse, ce n'est pas dans ce sens. Je vais dire, où est la presse sénégalaise, où est les agences sénégalaises qui n'ont pas pu déposer comme les autres agences étrangères pour pouvoir gagner ce marché. Je pense que la question, on devrait la mettre dans ce sens. Mais non dire qu'il n'y avait pas d'appel d'offres, mais il y avait bien lieu d'appel d'offres. Parce qu'il y a ces trois sociétés qui ont participé à l'appel d'offres. Maintenant, si Richard est sorti, c'est parce que peut-être il a rempli les critères, les conditions, le cahier de charge, les conditions pour pouvoir gagner ce marché. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas appel d'offres parce qu'il y a un Attias qui avait gagné aussi, qui avait gagné ainsi de suite, mais il y avait appel d'offres. Parce que le président a dit qu'il faut une rupture, il faut une gouvernance vertueuse et sombre. Donc, on ne peut pas prôner ces slogans sans pour autant faire des appels d'offres. Ça, c'est le minimum. Maintenant, ceux qui disent ça, ils doivent au préalable aller au niveau de l'agence de régulation des marchés publics pour vérifier l'information. S'il n'y a pas de documents dans ce sens, nous pouvons dire qu'il n'y avait pas d'appel d'offres. Mais les documents que j'ai reçus, il y a bel et bien appel d'offres. Merci. Youssou, on termine une fois. Je sais quel est le problème qui te fait bondir, mais nous terminons. Donc, alors, voilà. Terminons peut-être, sortons peut-être de cet entretien sur la question, on recentre en quelque sorte sur l'Alliance pour la République en elle-même. Tout à l'heure, on a parlé de la sortie des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous m'avez dit, monsieur, ici, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. On a parlé du départ de monsieur Jacques Diouf, qui a renoncé à son poste, selon la presse, en tout cas de conseiller spécial du président de la République. Mais vous ne fiez pas les informations de la présidence. Vous m'avez dit, monsieur, ici, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Non, mais je vous dis, il faut vous fier des informations de la présidence. La présidence a dit qu'il est en congé. Mais les cellules de la présidence aussi sont des informations... Sont censées être mieux renseignées que le commun des mortels. Alors, venons à la situation au sein même de l'Alliance pour la République. Toujours par voie de presse, l'on apprend que les membres de l'Alliance pour la République du côté du Canada ont complètement gelé leurs activités. Ces personnes dénoncent un manque de considération notoire à leur égard. Est-ce que là également, vous allez, M. Ndoye, affirmer que tout va bien? Non, je ne dirais pas que tout va bien. Alors, quelle est la situation? Au niveau de l'Alliance pour la République, c'est un parti qui est né il y a juste 4 ans. Et d'ailleurs, on va fêter la 5e année, si je ne me trompe pas, le 1er décembre. C'était de la publicité gratuite. Mais bon, continuons. Donc, que se passe-t-il à l'APR Canada? C'est un parti en expansion. C'est un parti qui s'est grandi très vite. Donc, toujours, on accueille de nouveaux militants dans notre parti et des responsables.
Maintenant, par rapport aux sections, à la section de Québec ou bien au Canada, qui se sont dit frustrés, je n'ai pas reçu toutes les informations pour savoir quels sont ces interlocuteurs. Parce que parfois, dans la presse, on voit un militant simple dire que je suis frustré dans l'APR. Je ne me sens pas dans l'APR, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'il représente au sein de l'APR? Certes, l'APR n'est pas un parti structuré, mais c'est un parti organisé. Parce que si nous n'étions pas organisés, on n'allait pas prendre le pouvoir. C'est sûr. Quelle est la différence entre structuré et organisé? Structuré, c'est aller au congrès, organiser le parti. Organisé, c'est quelque chose de provisoire. C'est un parti organisé. Il y avait plus ou moins le président a visité, a fait le tour du Sénégal trois fois. La première, c'était en 2009, pendant les élections locales. Là, on était dans la liste d'Akalgor, avec nos amis de Benno Siggil Sénégal. La deuxième, c'est juste après 2009. Il a fait encore le tour du Sénégal. Après ça, pendant les élections présidentielles, il a encore fait le tour du Sénégal. Donc, c'est un parti organisé. Quand j'ai organisé, parce que dans chaque communauté rurale, dans chaque commune, dans chaque village, il y a des représentants de l'APR, des personnes qu'on identifie comme interlocuteurs fiables. Maintenant, comme c'est un parti qui grandit, c'est un parti où chaque jour on reçoit des militants, on reçoit des responsables. Certains peuvent venir et ne pas se sentir dans l'APR, ou bien se sentir exclus. Ça peut arriver. Mais je ne peux pas dire que ces personnes-là sont représentatives. Non, je ne dis pas que ce ne sont pas représentatifs. Mais je ne leur connais pas, parce qu'il n'y a pas un nom dans leur communiqué. Il n'y a pas un nom. Ils nous ont juste dit, nous sommes frustrés. Mais c'est qui ces frustrés? Je me repose la question. Si j'avais un nom, peut-être je voudrais vérifier l'information. Bon. Alors, arrêtons-nous à nouveau sur une autre structure de l'Alliance pour la République, cette fois-ci à Guédiawaye, où des militants également s'estiment déçus par la gestion de leurs camarades, Mme Antassar. Et là également, en tout cas, ce n'est pas calme, puisque vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a des remous, alors on peut dire au moins que ce n'est pas calme. Est-ce qu'à ce niveau également, c'est normal dans la vie du parti de se crêper le chignon comme ça en permanence? Cette information aussi, on dit Antassar maire. Alors à Guédiawaye, il n'y a pas un maire ou une mairesse qui s'appelle Antassar. Au niveau même de l'information, ce n'est pas bien libellé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On a dit Antassar maire à Guédiawaye. À Guédiawaye, c'est 5 communes d'arrondissement. Il y a 2 maires femmes qui ne sont même pas de l'APR. Donc, là aussi, ça pose un problème au niveau de l'information. Cette personne, cette femme qui a parlé au nom des femmes, personnellement, je ne le connais pas. Maintenant, ce qu'il représente dans le parti, au niveau de Guédiawaye, je ne sais pas aussi. Donc, s'ils disent frustrés par rapport à la gestion de cette dame, bon, quand on dit Antassar, je pense bien qu'on voulait parler du ministre de la Femme, en lieu et place du maire d'une commune d'arrondissement à Guédiawaye. Donc là aussi, je ne connais pas cette femme, je ne parle pas du ministre, mais cette femme qui a parlé au nom des femmes de Guédiawaye pour dire qu'elles sont frustrées. Qu'elles sont frustrées. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit, nous avons un parti en expansion. Donc un parti qui grandit. Un parti où chaque jour on reçoit des militants. Tout le monde, parfois, est libre de dire que je représente les femmes, je représente les jeunes. Mais est-ce que réellement, c'est lui l'interlocuteur des jeunes? Est-ce que réellement, c'est lui l'interlocuteur des femmes, l'interlocutrice des femmes? Donc, plus ou moins là aussi, il faut modérer ou relativiser certaines informations. Il ne faut pas juste se fier à une personne qui est devant la télé ou une radio pour dire que les femmes de tel lieu sont frustrées. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas un parti structuré, mais un parti organisé. À la base, si le président veut avoir ses interlocuteurs, ils savent sur quelle personne ou quel responsable taper. Ça, c'est sûr. Maintenant, les autres qui tous les jours sur les télés, bon, je ne pense pas, je ne dis pas que ce ne sont pas des responsables, ce sont des responsables, mais aussi, je pense que les salles se lancent en famille. On ne peut pas toujours crier qu'on appartient à un parti, qu'on défend un parti, et quand on est frustré, on sort et on dit ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas un acte d'un responsable, ce n'est pas un acte d'un responsable ou d'un militant discipliné. Pour sortir complètement de cet entretien, justement, quand vous vous plaignez de ce que le linge sale de l'Alliance pour la République se lave en public, souvent en famille plutôt, souvent le reproche qui est fait, en tout cas par certains proches ou membres de l'APR lorsqu'ils parlent sur la voie publique, c'est que
il manque de cadre de concertation. On l'a vu à l'Assemblée nationale où les députés ont dit ils auraient, s'il y avait eu un réel cadre de concertation avec le président de la République, ils n'auraient pas eu besoin de parler par médias interposés. Donc, est-ce que vous n'êtes pas contradictoire, justement? Parce que, est-ce que le cadre, de façon formelle, existe? Est-ce que les députés ont besoin de rencontrer le président? Les députés, c'est une institution. L'Assemblée nationale, c'est une institution. C'est le pouvoir législatif. Ils sont là pour représenter les Sénégalais. Est-ce que vous voyez? Donc l'exécutif, c'est le président de la République. Mais il peut exister un cadre de concertation entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Mais c'est deux pouvoirs indépendants. Donc il faut que certaines personnes ou certains responsables, ça se les ont gardés. On ne peut pas représenter quelqu'un pour défendre ses intérêts et aller plus ou moins entretenir, concerter avec l'autre pouvoir où vous devez contrôler. Parce que le pouvoir législatif doit contrôler l'exécutif. Donc on doit s'en tenir à ça. Et non toujours dire qu'il n'y a pas de concertation. Mais au sein de l'APR, les instances de base se concertent. Les instances de base se concertent. Il y a le secrétaire exécutif national qui s'est réuni tout récemment avec le président. Les instances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un parti organisé. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans les structures peuvent crier pour dire qu'il n'y a pas une organisation, il n'y a pas de concertation. Mais les lieux de concertation, ça existe. Ou bien on ne se sent pas dans ces lieux de concertation. Ou on n'épouse pas plus ou moins la politique qu'on mène dans ces concertations. C'est ça qui pose parfois problème. Mais il y a des cadres de concertation à la base et au sommet. Nous retiendrons non cela comme votre dernier mot, M. Oumar Ndoye. Merci à vous d'avoir participé à cette rétrospective de l'actualité de la semaine du 17 novembre 2013. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevions pour cette rétrospective de l'actualité de la semaine du 17 novembre M. Oumar Ndoye. Il est responsable des jeunes de l'APR à Pikine. Il est également chargé des relations extérieures de la convergence des cadres républicains du département de Pikine également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos partenaires de SUP IMAX qui nous accueillent dans leurs locaux. Retrouvez-nous dans quelques instants pour des échanges consacrés à la spiritualité, toujours sur votre chaîne Africa 7. À tout de suite. Nous sommes dans la partie consacrée à la spiritualité. Notre invité, c'est l'imam Mokhtar Ndiaye. Il est imam principal à la mosquée de Liberté 6, Nord-Est, située en face du camp pénal. Imam Mokhtar Ndiaye, bonjour. Bonjour Thomas. La semaine dernière, vous nous parliez de la place de la femme en islam. Il faut croire que vous faites une fixation. Cette semaine, vous nous parlez de la planification familiale, un sujet fort polémique. Quelle est la position de l'islam par rapport à la planification familiale? Oui, merci Thomas. Donc vous savez, la planification familiale a suscité beaucoup de débats même au sein de la Oumma islamique quant à sa conformité à l'islam. Mais en clair, la planification familiale, qu'elle soit la limitation ou l'espacement des naissances, si elle est faite dans le seul but de préserver la santé de la mère et de son enfant, sous cet angle, l'islam est tout à fait d'accord. Parce qu'étant une religion qui se soucie énormément de la santé et de l'épanouissement de l'être humain, en particulier ceux de la femme et de l'enfant. Maintenant, si cette planification familiale, bien sûr, est faite pour des raisons purement économiques ou par crainte même de pauvreté, dans ce cas, l'islam ne va jamais la cautionner. Et ce serait même une interférence avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'assimile même à un crime. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, il nous dit « Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana kabira » Allah nous dit, vous voyez les mots qu'il utilise, il nous dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous vous donnerons de quoi les nourrir, ainsi que vous-même. Inna qatlahum kana khitan kabira » Les tuer constitue un crime énorme. Donc, nous devons croire en Allah subhanahu wa ta'ala, être ferme en notre foi
et savoir que c'est lui seul, en fait, qui possède notre subsistance ainsi que celle de nos enfants. Je le dis souvent, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous n'avons pas confiance en lui. Vous voyez, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala le dit même dans le Saint-Coran. Il nous dit, « Ya ayyuhallazina amanu, aminu billahi wa rasuli » Ô croyants, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement affirmé que c'est lui le garant même de notre subsistance, nous devons avoir confiance en lui. N'est-ce pas? Si nous sommes réellement des croyants, vous voyez, au lieu d'être là à limiter ou de choisir même le nombre d'enfants désirés. Et il faut le dire, l'islam est une religion qui encourage les naissances. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de chercher dans nos cohabitations avec nos épouses, de chercher des enfants. Cohabitez avec vos épouses et cherchez dans cette cohabitation ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit en votre faveur, c'est-à-dire des enfants. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, toujours, exhorte même les hommes à épouser des femmes fécondes, n'est-ce pas, pour avoir des enfants, afin de surpasser en nombre même les autres communautés le jour de la résurrection. Le prophète nous dit dans un hadith, il nous dit épouser des femmes affectueuses et fécondes. Je voudrais surpasser en nombre les autres communautés le jour de la résurrection. Pour vous dire donc, en clair, que la planification familiale est formellement interdite par l'islam si elle est faite pour des raisons purement économiques ou par crainte de pauvreté. Acceptée par l'islam, bien sûr, si c'est dans le seul but de préserver la santé de la mère et de son enfant. Pour être tout à fait complet sur cette question, notons que le ministre de la Santé, le professeur Awa Marie Coll Seck, lorsque nous lui avons posé la question, en tout cas à propos de la politique générale du Sénégal, nous a répondu que la politique, c'est bien l'espacement des naissances et non la limitation des naissances. Mais Imam Mokhtar Ndiaye, vous disiez que vous nourrissez des inquiétudes par rapport à la planification familiale. Pouvez-vous expliquer? Oui, notre inquiétude de nous, en tant qu'imam aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles et garçons, n'est-ce pas, qui se réfugient donc derrière ces méthodes contraceptives pour se livrer au libertinage sexuel, qui est en fait une pratique qui nuit et déstabilise même une société. Une pratique que l'islam en fait interdit, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Éviter la fornication, c'est une abomination et une voie pleine d'embûches. Et pour nous, islamologues, c'est une pure contradiction même de vouloir lutter contre les MST, n'est-ce pas? Et en même temps faire la promotion de certaines méthodes contraceptives, n'est-ce pas, accessibles aujourd'hui à tout le monde. Je pense que la prévention devrait être axée sur une bonne éducation religieuse de base, plutôt sur la promotion de ces méthodes contraceptives. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que ces méthodes contraceptives aujourd'hui sont à l'origine en fait de la propagation même de la débauche et du libertinage sexuel. Donc nous allons terminer cette entrevue, Imam, par les droits de l'enfant, en tout cas vus par l'islam. Oui, vous savez, l'islam en fait accorde un traitement particulier, si vous voulez, à l'enfant en lui donnant
des droits en fait complets, c'est-à-dire des droits qui commencent même avant sa naissance. Et parmi ces droits, en fait, le père doit lui choisir, une mère d'une bonne moralité pour prétendre à des enfants dignes. Et je vous avais dit la fois dernière que la mère, en fait, constitue une école. Si elle est bien préparée, bien éduquée, on peut bel et bien prétendre à un peuple de belles souches. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam recommande aux hommes de choisir la mère de leurs enfants. Ils nous disent dans un hadith, il nous dit, choisissez l'utérus où vous placez votre sperme, vous les hommes, car les racines s'enfoncent. Et vous savez, l'enfant a 98% de chances d'hériter les comportements de sa maman. C'est pourquoi donc il est indispensable pour un homme de choisir la mère de ses enfants. Donc, le premier droit donc, de l'enfant en islam, c'est le choix donc, de la mère. Le deuxième choix, c'est que cet enfant soit issu du lien conjugal, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Pour qu'en cas du décès du père, que cet enfant puisse bénéficier de son héritage. Vous savez, en islam, l'enfant qui n'est pas issu du mariage n'a pas droit à l'héritage. Donc, si cet enfant donc, est issu hors du mariage, là, on le prive ce droit à la succession. C'est très important. Et troisième droit, si vous voulez, c'est de lui choisir un joli nom. C'est très important. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a dit Khayrul asma'i Abdullahi wa Abdurrahman. Le meilleur nom qu'un parent peut choisir pour ses enfants, c'est Abdullahi ou Abdurrahman. Il nous dit même dans une autre version, Tasammu bi asma'il anbiya. Donnez à vos enfants les noms des prophètes. Et il faut noter qu'ici, l'islam n'apprécie pas en fait les noms à caractère païen qu'on trouve souvent dans notre société. Des noms comme par exemple le coach, vous l'entendez souvent dans la société traditionnelle, des noms comme Djemb, des noms comme Sagar, des noms comme même Ngagne, vous entendez? C'est des noms à caractère païen, si vous voulez. Et l'islam en fait n'apprécie pas également les noms à caractère qu'on appelle en Wolof Yaradal. C'est-à-dire, si la femme perd son enfant à chaque accouchement, la tradition voudrait en fait qu'elle choisisse des noms de désespoir pour ses enfants. C'est en quelque sorte pour montrer que la société en fait n'a pas espoir pour cet enfant-là, que cet enfant va mourir. Et souvent, ce qui fait donc, vous entendez souvent des noms comme Bougoum, comme Ken Bogoul, comme Amoul Yakar. Et ce sont des noms que l'islam donc n'apprécie pas du tout. Donc le prophète a dit donc de choisir donc de jolis noms pour vos enfants. Et toujours sur les droits, il y a le sacrifice d'un bélier pour ton enfant, le 7e jour de sa naissance, pour montrer que l'être humain en fait est au-dessus de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dit chaque enfant en fait doit bénéficier du sacrifice d'un bélier qui sera immolé le 7e jour de sa naissance. Et parmi les droits toujours, on va terminer, il y a le droit à l'éducation. Le père doit strictement veiller sur l'éducation de ses enfants. C'est même une obligation, surtout pour son éducation religieuse, que la plupart des parents négligent aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse même de les mettre en garde. Il nous dit protégez-vous et protégez vos familles de l'enfer. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit Inna min ashaddi nasi azaban yawm al-qiyamah man jahala ahlaha.
Parmi ceux qui subiront un châtiment terrible le jour de la résurrection, il y a le parent qui égare sa famille. C'est-à-dire le parent, en fait, qui ne s'occupe pas de l'éducation religieuse de ses enfants. Donc, qui néglige l'éducation religieuse de ses enfants. Et pour terminer, sur les droits, il y a le droit à la protection. Le parent doit protéger ses enfants contre toute forme de perdition et éviter surtout de commettre des actes blâmables à sa présence, comme le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool, le fait même de regarder des images malsaines à sa présence. Sinon, il sera mal placé pour lui interdire de tels actes. Il faut prêcher par exemple. Donc, c'est très important. Donc, pour vous dire donc, que les droits de l'islam, de l'enfant en islam sont des droits complets, donc des droits qui commencent avant même la naissance de l'enfant. Merci à vous, Imam Mokhtar Ndiaye. Merci, Thomas. L'imam Mokhtar Ndiaye était notre invité pour l'entretien consacré à la partie spiritualité de cette rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous présenter cette rétrospective. Remerciements particuliers à nos partenaires de SUP IMAX qui nous accueillent dans leurs locaux. Retrouvons-nous bientôt pour une autre rétrospective de l'actualité de la semaine sur votre chaîne Africa 7.